Ok, là c'est bon, je pense que nous pouvons commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui au webinaire de Hollowed Health sur le bien-être. Nous sommes ravis que vous vous joignez à nous. Chez Hollowed Health, nous ne nous contentons pas de fournir une couverture de santé, mais nous sommes également profondément engagés à donner à nos membres les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur santé et de leur bien-être. C'est pourquoi ces webinaires sont si importants pour nous. Non seulement ils permettent de partager des connaissances, mais ils nous permettent également de démontrer notre volonté d'être des leaders d'opinion dans le secteur de la santé et du bien-être. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter notre intervenante invitée, la nutritionniste qualifiée Gladys Vivian, qui parlera des mythes sur la nutrition et vous donnera des outils pratiques pour améliorer votre alimentation. Gladys apporte une expérience et une expertise considérable et nous sommes convaincus que vous répartirez avec des connaissances pratiques que vous pourrez appliquer dans votre vie et tous les jours. Donc, nous lancerons un sondage une fois que Gladys commence afin que vous puissiez y prendre part. Alors, sans plus tarder, Gladys, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci Laetitia, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et je suis donc ravie d'animer ce webinaire. Comme Laetitia vous disait, je pense que la nutrition est à la base de beaucoup de choses et qu'en tout cas, elle interagit avec énormément de sphères. Par contre, on entend beaucoup de choses, on peut lire beaucoup de choses sur la nutrition et ce webinaire sur la démystification des mythes courants me semble un sujet vraiment pertinent. Donc, ensemble, on va voir pas mal de choses qu'on peut entendre ou lire, en tout cas qu'on entend assez couramment en consultation, et on va voir ensemble pour y répondre. Donc, la vérité sur votre assiette, nous allons donc éclairer ces fameux mythes. L'alimentation saine. Alors, une saine alimentation, c'est une alimentation qui va répondre en fait aux besoins de votre corps. Donc, aussi bien besoins énergétiques avec ce qu'on appelle les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les graisses qu'on appelle lipides, ainsi que tout ce qui va être micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, afin que votre organisme fonctionne le mieux possible. Pour pouvoir avoir une alimentation saine, cela implique surtout une alimentation qui inclut les aliments les moins transformés possibles. Donc, ça peut être des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des céréales complètes, des bonnes sources de gras, ce que nous allons voir ensuite un peu plus en détail. Donc, comme je vous disais, pour être en bonne santé, effectivement, il y a l'alimentation et l'alimentation va aussi avoir des répercussions sur beaucoup de sphères. Donc, nous, en tant que diététiciens, ce que nous souhaitons, c'est apporter à la personne suffisamment d'informations pour qu'il puisse faire des bons choix dans son quotidien. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment vital pour être en bonne santé, autant que l'alimentation, c'est l'activité physique. On sait que la sédentarité, c'est vraiment mauvais pour la santé. D'être actif, alors, c'est pas forcément que le sport, hein, c'est aussi l'activité physique, le fait de marcher, de faire une partie de foot avec ses enfants. Voilà, de pas être complètement assis, ça a un impact important sur le bien-être, on se sent mieux, et puis sur la santé. Moi, un petit conseil que je donne aux personnes qui ont un travail de bureau, comme vous, j'imagine, et moi-même, c'est d'essayer de se lever chaque heure ou 1 heure et demie pour faire circuler un peu le sang, pour se dégourdir les jambes. Et juste ces quelques pas pour aller boire un verre ou apporter un document à un collègue a un impact significatif à la fin de la journée. L'hydratation. Alors, c'est tout bête, mais l'hydratation, c'est vital. Notre besoin numéro un, c'est l'eau. C'est avoir un sang suffisamment fluide pour qu'il puisse véhiculer les nutriments, l'oxygène, le fer, etc., à vos cellules et donc pour se sentir mieux. Quand on est un petit peu déshydraté, on le sent, on peut être fatigué, on peut avoir un mal de tête.
Et donc, bien s'hydrater, c'est essentiel. Comment savoir si on est bien hydraté? Un petit conseil tout simple, c'est la couleur des urines. Hormis les premières urines du matin qui sont forcément un petit peu plus foncées, les urines de la journée doivent être claires. Et puis en temps de jeûne, j'imagine que certains parmi vous font le carême ou le ramadan. Eh ben, en fait, les conseils sont un petit peu les mêmes, c'est-à-dire que bah, au lieu de s'hydrater la journée, c'est pendant la nuit que vous pourrez vous hydrater, mais la couleur des urines restera toujours un bon repère pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre hydratation. D'accord. D'accord. Le sommeil et la gestion du stress sont, bon, on en entend de plus en plus parler et tant mieux parce que bah, ça a une répercussion à tout niveau. Par rapport au sommeil, quand on manque de sommeil, ça va avoir une répercussion sur notre motivation. On est moins motivé pour aller au sport, pour cuisiner. Et puis, ça a aussi une répercussion au niveau de la sécrétion hormonale. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on est en carence de sommeil, on a une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, qui va être sécrétée en plus grande quantité. Et à l'inverse, l'hormone de la satiété, donc l'hormone qui permet de ne pas ressentir la faim, qui s'appelle la leptine, est sécrétée en moins grande quantité. Et peut-être que vous-même, vous vous êtes déjà aperçu que quand on est fatigué, on a plus envie de quelque chose de réconfortant, un plat de pâtes, un plat de riz, que d'une salade. En moyenne, un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par jour. C'est vrai que chez certaines personnes, ça peut être un petit peu moins. Néanmoins, rares sont les personnes qui ont besoin que de 4 heures de sommeil par nuit. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. D'accord. Et pour la gestion du stress, donc la gestion du stress, effectivement, quand on est stressé, bon, alors chez certaines personnes, ça peut couper l'appétit, pour d'autres, ça peut avoir la tendance inverse, faire naître des envies de grignotage, d'aliments Excusez-moi, réconfortants. Gladys. Oui? Désolée, est-ce que vous pouvez repartager votre écran? Non, du coup, je poursuis. Donc, la gestion du stress, je pense que ça, beaucoup de personnes ont pu le vivre. Donc, ça a une répercussion sur son alimentation, soit en recherche de réconfort, soit à l'inverse, pour d'autres personnes, ça sera l'appétit qui va être coupé. Et ben, les techniques pour gérer son stress, on en entend de plus en plus parler, hein. Ça peut être du yoga, ça peut être des exercices de respiration. Peut-être avez-vous entendu parler de la cohérence cardiaque, que je trouve tout simplement magique et assez facile à mettre en place. Et puis le sport, encore une fois, est une bonne chose pour pouvoir mieux gérer son stress dans le quotidien. De toute façon, le nombre de techniques est vraiment très, très vaste. À vous de trouver ce qui fonctionne pour vous. D'accord. Et la santé intestinale. Alors, encore une fois, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, le microbiote, c'est-à-dire, on appelait ça avant la flore intestinale, hein, tous ces micro-organismes qui vivent dans votre intestin. On sait maintenant qu'il y a un vrai lien entre la santé du microbiote et tout le corps, et notamment la santé mentale. Sur le foie également, ça a un impact significatif puisque une bonne flore équilibrée, un bon microbiote équilibré va permettre au corps de mieux fonctionner. Et comment avoir un microbiote bien équilibré? Eh ben, c'est tout ce qu'on vient de citer. Faire un peu d'activité physique, bien s'alimenter, bien s'hydrater et dormir, bien gérer son stress. Voilà. D'accord. Donc, passons maintenant au premier mythe. Le premier mythe qui parle des glucides. Les glucides qu'on retrouve dans les féculents et aussi dans les sucres et produits sucrés. Nombreux sont ceux qui arrivent en consultation et qui demandent si il faut qu'ils arrêtent de manger du pain, du riz et des pâtes. Alors, effectivement, on entend beaucoup parler. Alors déjà, tous les glucides ne se valent pas dans le sens où il y a différents types de glucides. Comme je vous disais, il y a les glucides qu'on appelle complexes en biochimie. Donc, on va retrouver dans tout ce qui est féculent, les céréales, dans les légumes secs, hein, les pois chiches, les lentilles, les haricots, les niébés. On a aussi des glucides complexes. Et aussi dans certains légumes racines comme la pomme de terre, la patate douce, le manioc, l'igname.
et on va en retrouver. Il y a aussi des glucides qu'on appelle les glucides simples. Et les glucides simples, on va en avoir à l'état naturel dans tous les fruits et aussi dans tout ce qui est produits sucrés. Tous les glucides ne vont pas forcément avoir le même impact sur votre corps. D'accord. Ils sont une source d'énergie indispensable. Par exemple, notre cerveau est un très grand consommateur de glucides. Nos muscles également, le premier carburant des muscles, ce sont les glucides. Et puis, en fait, on s'aperçoit que si on les choisit bien et qu'on les apporte petit à petit tout au long de la journée en fonction de son activité, eh ben, le corps fonctionne beaucoup mieux. La D'accord. quantité emporte sur la quantité. En fait, comme je vous disais, tous ne se valent pas. Quand on va prendre par exemple des glucides qui contiennent beaucoup de fibres, prenons l'exemple de certaines céréales, une céréale riche en fibres. En Afrique, on a le fonio. Peut-être que vous connaissez le fonio. On peut y avoir aussi du quinoa qui est de plus en plus connu. Ce sont des céréales qui sont riches en fibres. Si c'était du riz, eh ben, on pourra avoir du riz complet ou semi-complet. Et en fait, plus elles vont contenir des fibres, plus elles vont être digérées doucement et apporter de l'énergie en continu à notre corps. Et c'est ce qu'on cherche. Parce qu'en fait, quand on apporte de l'énergie en continu à notre corps, cela permet plusieurs choses. Déjà d'être beaucoup mieux, de se sentir plus en forme, moins de fatigue pour pouvoir faire nos tâches quotidiennes, aussi bien la concentration, même l'activité physique. Et cela permet aussi de ne pas tomber dans du grignotage. Parce que si on fait par exemple un repas sans féculents, D'accord. si on prend juste des légumes avec une protéine, il y a des fortes chances pour qu'on ressente un creux entre les repas, 3 ou 4 heures plus tard, et qu'on soit attiré par quelque chose qui va apporter de l'énergie tout de suite, comme un produit sucré, un produit gras. Du coup, d'avoir suffisamment de féculents et de préférence complets au sein du repas va vraiment être essentiel pour ne pas avoir ces envies de grignotage. Et après, même dans les fruits, par exemple, les fruits contiennent également des fibres. Donc, du coup, le sucre naturel des fruits, en mangeant des fruits, rentre aussi dans ces glucides de qualité. D'accord. Néanmoins, même si on choisit des glucides de qualité, comme je viens de vous citer, c'est la composition globale du repas qui va aussi avoir son intérêt. Parce que si on mange juste un plat de pâtes, le repas sera moins complet et du coup moins satisfaisant pour le corps. Peut-être que là, l'énergie sera en trop grande quantité. Alors que si on répond à nos besoins en ayant une grande part de légumes, un petit peu de féculents, une portion de protéines, fruits, et bien là, en fait, on va beaucoup plus équilibrer son assiette et ça va beaucoup mieux fonctionner. D'accord. D'accord. L'index glycémique. Alors peut-être certains ont déjà entendu parler de l'index glycémique. En fait, c'est le pouvoir de l'aliment de faire augmenter ou pas votre glycémie après le repas. Euh, Prenons l'exemple d'un bout de pain, un bout de baguette, hein, un bout de pain fabriqué à partir d'une farine raffinée. Eh ben, il va faire élever votre glycémie assez considérablement si on le mange nature avec rien d'autre à côté. Par contre, sur ce même bout de pain, si on met un petit peu de beurre, eh ben déjà la glycémie postprandiale, la glycémie après repas va être beaucoup moins élevée. Et si en plus on choisit un pain complet ou qui est fabriqué à partir d'une céréale complète, eh ben, à nouveau, la glycémie après le repas va être beaucoup moins élevée. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, plus il y aura de fibres, encore une fois, plus ça aura un impact positif. Et aussi la façon dont on va composer notre repas. Comme je vous disais tout à l'heure, le simple fait de mettre un peu de beurre sur ce bout de pain, ben, ça apporte des graisses et ça va ralentir la digestion. Du coup, le sucre du pain va arriver moins vite dans notre sang. Donc, encore une fois, un repas complet, c'est l'idéal. D'accord. Donc, comme je vous disais, les glucides, ils sont vraiment très intéressants pour pouvoir se sentir mieux dans son quotidien, moins avoir de fringales
Et le seul conseil, c'est de bien les choisir, d'avoir des glucides qui ont le plus de fibres possible et d'adapter la quantité à son activité physique et de les intégrer à un repas complet. Forcément, un sportif va avoir besoin d'un peu plus de glucides qu'une personne sédentaire, mais pour la plupart des personnes adultes sédentaires, pour vous donner une idée, si on devait faire composer une assiette, les féculents, une bonne quantité de féculents remplirait à peu près le quart de notre assiette. En tout cas pour les femmes, pour les messieurs, ça pourrait aller jusqu'au tiers de l'assiette. Mais le grand plat de pâtes ou le grand plat de riz qui fait la globalité de l'assiette, là, la quantité n'est a priori pas adapté, sauf si on veut faire un marathon. Alors, si on est donc dans cette optique de perte de poids, et même pour tout le monde, hein, parce que, comme je vous disais, la répercussion sur la concentration, sur le bien-être au quotidien, les céréales complètes sont à favoriser. Donc là, vous avez sur le PowerPoint quelques exemples, hein, quinoa, riz brun, flocons d'avoine, mais ça pourrait être aussi des céréales qui poussent localement. Moi, je suis au Sénégal, donc nous avons le fonio, nous avons du sorgho, du mil qui pourrait très bien être un bon choix pour notre assiette. Les légumineuses, légumes secs, hein, lentilles, pois chiches, haricots noirs, ils ont eu longtemps mauvaise presse et pourtant ce sont vraiment des aliments extrêmement intéressants au niveau nutritionnel. Au minimum 2 fois des légumes secs dans la semaine, ce sont les recommandations pour pouvoir apprendre à bien nourrir son corps et on pourrait en manger plus. Les légumes. Alors, dans les légumes aussi, on a un petit peu de glucides en moins grande quantité. Tous les légumes sont bons. Et après, comme je vous disais, les légumes racines comme la patate douce, la pomme de terre, le manioc contiennent également des glucides et ça permet de varier. Plus on varie, mieux c'est. Et enfin, les fruits. Tous les fruits sont bons, certains sont moins sucrés, d'autres sont plus sucrés. Moi, le conseil que je donne assez régulièrement, c'est d'essayer de faire un beau saladier avec 7, 8 fruits différents, ce qui permet d'équilibrer à la fin de la semaine entre les fruits plus sucrés. La mangue, la banane sont des fruits qui sont plus sucrés et les fruits qui sont moins sucrés comme les fruits rouges, les fraises notamment. Néanmoins, si on aime les mangues ou les bananes, je déconseille de se priver de ces fruits qui sont vraiment très intéressants d'un point de vue nutritionnel, même quand on souhaite perdre du poids. Les glucides qui seront les moins intéressants, comme je vous disais, ce seront tous ceux qui sont à partir de céréales raffinées, comme le pain blanc, les pâtisseries, les céréales industrielles, les céréales pour petit-déj des enfants sont extrêmement sucrées. Après, tout est une question de fréquence et de quantité, hein. Si un jour vous mangez un petit bout de pain blanc pour accompagner votre plat, c'est pas la fin du monde. Maintenant, pour les repas ou qui sont dans votre quotidien, à votre domicile, si vous avez le choix, effectivement, de prendre un pain complet, un pain au levain, sera une option plus intéressante pour préserver votre santé. Les boissons sucrées, alors là, s'il y avait vraiment quelque chose que je conseillerais de diminuer fortement, d'éviter, aussi bien pour la gestion du poids que pour la santé, ce sont toutes les boissons sucrées, soda, jus, même un café très sucré, hein. J'entends parfois des gens qui mettent 5 morceaux de sucre dans leur café, ça reste une boisson sucrée. Et là, bah, c'est ce qui va faire le plus varier la glycémie, donc c'est ce qui va faire qu'on va se sentir moins bien avec une variation de la glycémie, prendre plus de poids. Donc, ça a une incidence santé beaucoup moins intéressante. Et après, tous les produits sucrés, bon, là, on a les yaourts aromatisés, les bonbons ou autres, effectivement, sont à limiter pour pas ils occupent une trop grande place dans notre quotidien. Quelques alternatives, par exemple, plutôt que du riz blanc, vous pouvez prendre du riz brun, du riz sauvage, du riz semi-complet, du quinoa ou autres céréales dont nous avons parlé. Pour les céréales sucrées du petit déjeuner, eh ben, effectivement, le flocon d'avoine qui se conserve très bien est une bonne option. On peut faire des granolas, des bowl cakes. Je pense que maintenant, il y a énormément de recettes qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est facile à trouver.
Le pain blanc, alors là, comme je vous disais, une bonne option, ça pourrait être le pain complet ou le pain au levain. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, ça a un petit goût acidulé et c'est vraiment intéressant puisque c'est bon pour notre microbiote également. Et comme je vous D'accord. disais, les sodas, les boissons sucrées sont à éviter. Tout ce qui est eau infusée, faire tremper des fruits dans son eau, du gingembre, du citron, ou prendre un thé, une tisane, sera bien sûr une meilleure option. D'accord. Donc, les glucides ne sont pas l'ennemi, mais après, il suffit d'apprendre à bien les choisir et à les intégrer dans son repas pour qu'ils vous permettent de vous sentir mieux, de ne pas grignoter et d'avoir une bonne gestion du poids. Mythe numéro 2 par rapport aux protéines. On voit beaucoup d'informations circuler où on a l'impression que le simple fait de manger des protéines va faire pousser les muscles et comme si on pouvait en consommer nos limites, qu'elles vont être essentielles. Alors, c'est pas tout à fait exact, hein. Les protéines sont effectivement essentielles pour le bon fonctionnement du corps. Elles interviennent dans énormément de réactions métaboliques. Elles sont là pour réparer les muscles, les tissus, notamment après l'exercice physique. Elles sont indispensables pour pouvoir maintenir sa masse musculaire, notamment quand on avance dans l'âge. Et d'ailleurs, plus on va avancer dans l'âge, nos besoins seront un petit peu plus importants que quand on est plus jeune. Et D'accord. nos besoins ne sont pas si énormes que ça. Donc, pour vous donner une idée, pour une personne sédentaire, c'est moins d'1 gramme par kilo de poids corporel. Donc, pour une personne qui fait 60 kilos, par exemple, qui a une activité physique modérée, hein, 3 fois une activité physique dans la semaine, une vie tout à fait normale, entre guillemets, son besoin serait entre 55 et 60 grammes de protéines dans la journée. 1 gramme de protéines, c'est pas 1 gramme de steak, hein. Après, mieux vaut vous rapprocher d'une diététicienne pour pouvoir voir exactement à quoi ça correspondrait. Mais en fait, si on devrait parler de portions de protéines animales, ben avec un morceau, une portion de 100, 120 grammes de poisson, de viande ou de volaille, ça suffirait largement pour couvrir vos besoins lors d'un repas. Pour une personne qui fait beaucoup de sport, on peut effectivement un petit peu augmenter. Après, ça dépend de l'objectif. Si c'est une activité, on va dire, un sport de force, surtout si on veut faire une prise de masse musculaire, les besoins seront un petit peu plus élevés. Si c'est un sport d'endurance, les besoins sont un petit peu moindres que pour un sport de force. Et dans tous les cas, même quand on va faire une prise de masse pour certains athlètes, et qu'on arrive sur la haute fourchette, vous voyez, la 2 grammes par kilo, donc c'est le double d'une personne sédentaire, on essaye de faire ça sur une courte durée, sur 6 mois. Trop de protéines, ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça. Pas assez, c'est pas une bonne option non plus, parce qu'on en a besoin. Pour que notre corps puisse bien les utiliser, l'idéal, c'est d'en avoir un petit peu à chaque repas, d'autant plus qu'elles vont permettre de rester à satiété plus longtemps, c'est-à-dire de rester plus longtemps sans ressentir la sensation de faim. Et ça, c'est quand même important, parce que d'avoir faim tout le temps, c'est pas agréable. Donc, dans une optique de perte de poids, effectivement, un repas sans protéines ou avec pas assez de protéines, c'est pas une bonne idée. D'accord. D'accord. Après, quand on dépasse trop largement nos besoins en protéines, il faut savoir que bah, ça devient comme un apport en énergie supplémentaire, hein. Donc, ça va être stocké sous forme de graisse. Par rapport à ce que je peux voir en consultation, les personnes qui veulent augmenter les protéines pour prendre du muscle, euh, ce qui va faire prendre du muscle, c'est d'abord l'activité physique. C'est-à-dire que c'est d'abord le fait d'aller faire du sport. Après, il y a certains mouvements, certains exercices sportifs qui vont permettre d'atrophier le muscle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de faire prendre en volume. Et donc ça, c'est avec le coach sportif pour pouvoir bien connaître ces mouvements. Et en fait, les protéines sont là pour nourrir le muscle à ce moment-là. Mais d'abord, c'est le sport. C'est pas d'abord les protéines. D'accord. On a plusieurs sources de protéines. Il n'y a pas que dans le poisson, dans le poulet et les œufs où on va avoir des protéines. On a des protéines qu'on appelle végétales. On va les retrouver dans les fameux légumes secs dont je vous parlais tout à l'heure, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, haricots rouges, etc.,
qui sont très bien assimilés. Il suffit de les avoir dans des repas complets. On peut en avoir dans le soja aussi, le soja qui est un aliment qui est intéressant. Et dans certaines céréales, même dans toutes les céréales, mais à teneur différente. Et il y a les protéines animales que tout le monde connaît, qu'on retrouve également dans les produits laitiers, le lait, le yaourt, le fromage. Et si on mange un petit peu de tout, si on n'est pas végétarien, c'est quand même intéressant d'équilibrer les apports, d'avoir une partie, un tiers avec une source de protéines végétales et les deux tiers avec des protéines animales. Donc, quelques petits exemples. Comment faire un petit déjeuner avec des protéines, par exemple. Donc, comme je vous disais, les produits laitiers, le yaourt. Le yaourt sera une bonne source de protéines, très bien assimilée par le corps. Les graines de chia, elles en bonne presse en ce moment, elles sont aussi une source de protéines intéressante et pas que. Elles apportent aussi des fibres, des oméga 3. Donc, ce sont des bonnes sources, des bons aliments, des aliments intéressants à intégrer dans ton quotidien. Et les fruits secs, les noix, les noix de cajou, les arachides, sont très riches en protéines, 10 à 20% de protéines en moyenne. Et d'ailleurs, tous ces fruits secs sont une très bonne idée pour constituer un encas. Elles sont faciles à transporter. Le conseil que je donne, c'est généralement de les prendre nature et non salées pour pouvoir les consommer si on est à l'extérieur. C'est assez pratique. Un petit morceau de fromage, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Comme je vous disais, les protéines des produits laitiers sont très bien assimilées. Après, tout est une question de quantité, hein. Un morceau de fromage, c'est tout petit. Peut-être que vous voyez dans les plateaux repas, dans l'avion ou autre, ce petit bout de fromage, c'est une portion de fromage qu'on peut s'octroyer tous les jours. Et donc, pour un repas équilibré, même végétal, par exemple les lentilles avec des légumes rôtis, un petit peu d'huile d'olive et pourquoi pas un petit bout de pain pour accompagner, vous apporteront des protéines qui couvriront vos besoins. Donc, l'essentiel, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir des repas complets et de varier, parce que juste les protéines, ça ne va pas suffire pour nourrir votre corps, ni même faire faire gonfler vos muscles, pardon. D'accord. Alors, parlons maintenant des cures détox et des jus, parce que on voit ça surtout après les fêtes, beaucoup de cures détox. Est-ce que c'est nécessaire pour être en bonne santé? Alors, il faut déjà savoir que notre corps est super bien fait. On a des organes qui sont là pour détoxifier notre corps, le foie notamment et les reins. Donc, par contre, soutenir la santé du foie, effectivement, c'est une bonne idée. Alors, les cures détox sont pas vraiment indispensables, de boire que des jus pendant quelques jours, c'est pas indispensable. Par contre, prendre soin de son foie et de ses reins dans son quotidien, ça, c'est une très bonne idée. Quelque chose qui est, par exemple, nocif pour le foie, ça sera tous les jus sucrés, tous les sodas. Peut-être que vous avez entendu parler de stéatose hépatique, c'est la maladie du foie gras. Eh ben, généralement, c'est quelque chose qui est assez commun de nos jours, surtout dans les pays occidentalisés, où il y a une forte consommation de boissons sucrées. Et en fait, bah, de consommer toutes ces boissons sucrées, c'est surtout le fructose qui va avoir tendance à faire qu'on ait le foie qui devienne un foie gras. C'est une maladie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut complètement inverser la tendance si c'est pris à temps. Donc, encore une raison pour éviter de boire trop de boissons sucrées. D'accord. Et donc, pour pouvoir bien prendre soin de son foie, comme je disais, il y a aussi un lien entre la flore intestinale, le microbiote et le foie. Donc, plus on va prendre soin de notre microbiote, meilleures seront les répercussions sur la santé de notre foie. Moins on va prendre de choses qui peuvent être toxiques, entre guillemets. Bah, ça peut être l'alcool, par exemple, ça pourrait être les médicaments. Ça pourrait être aussi tous les aliments transformés, ultra transformés. Et mieux se sentira votre foie. D'accord. Selon les études, puisqu'il y a beaucoup d'études qui sont portées sur la diététique, l'alimentation chaque jour,
Le mode alimentaire qu'on appelle régime dans le jargon scientifique, qui fonctionne le mieux, notamment pour la santé du foie et pour la santé en règle générale, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Et en fait, dans le régime méditerranéen, les végétaux, les fruits, les légumes secs, l'huile d'olive, tout ce qui va provenir des végétaux constitue la base de l'alimentation. Les protéines animales arrivent bien au-dessus. D'accord. Donc, les cures détox ne sont pas nécessaires. En plus, souvent, elles sont très chères. Et par contre, des bonnes habitudes dans le quotidien donnent vraiment de meilleurs résultats pour la santé digestive et pour détoxifier donc son organisme de façon tout à fait naturelle. Donc, comme je vous disais, les aliments d'origine végétale sont le meilleur soutien pour le foie, pour les intestins. Ils contiennent des fibres. Les fibres vont nourrir notre microbiote, en fait, qui vont permettre d'avoir un microbiote le plus sain possible. Et ils contiennent aussi des antioxydants. Vous avez tous entendu parler de la vitamine C, notamment, qui est un puissant antioxydant. La vitamine E, qu'on va retrouver dans certaines graines et noix et huiles végétales. Et donc, en variant et en végétalisant son assiette, eh ben, ça fonctionne très bien. D'accord. Il y a certains aliments que l'on appelle plus protecteurs qui vont être intéressants aussi par rapport, par exemple, il y a certains aliments qui vont permettre d'activer un petit peu la sécrétion de la bile, hein. On connaît tous le citron, le pamplemousse, voilà, ça va avoir un effet assez intéressant. Mais c'est pas non plus, si on n'aime pas le citron, faut pas se forcer. Et donc, plus on va prendre soin de son microbiote, plus on va réduire ce qu'on appelle l'inflammation de Bas-Grade, une inflammation qui n'est pas forcément perceptible, mais qui a une incidence en tout cas sur le fonctionnement du corps. D'où l'importance de bien le nourrir avec des bonnes fibres et tout ce dont on parle depuis le début, donc la gestion du stress, le sommeil. D'accord. Donc voilà un petit résumé. Je pense que le message est assez clair. Mieux vaut équilibrer son assiette, essayer d'augmenter ce qui manque assez souvent, ce qu'on peut voir qui est pas en quantité suffisante, les fibres, notamment les légumes, les fruits, les légumes secs, pour pouvoir prendre soin de son foie, de sa santé, de son microbiote, plutôt que de prendre des cures détox qui auront un impact moindre et surtout de plus courte durée. Autre mythe par rapport au sucre. Donc cette fois-ci, on va parler vraiment du sucre, le produit sucré. Est-ce qu'ils sont tous égaux? Alors, il y a plusieurs sources de sucre, hein. Vous connaissez tous peut-être le sirop d'érable, l'agave, le miel, le sucre de coco, le sucre de canne. Donc, D'accord. tous ces sucres restent du sucre. C'est-à-dire que pour nous, diététiciens, on va les mettre en équivalence. Et c'est vraiment la quantité de sucre que l'on va consommer qui va faire la différence. Dans un équilibre alimentaire, les produits sucrés et le sucre peuvent être présents. À partir du moment où l'apport en énergie de ce sucre et de ce produit sucré est en dessous de 10% de l'apport énergétique total sur la journée, on reste dans un équilibre alimentaire. Par contre, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on peut, sans s'en rendre compte, dépasser ces 10%. Surtout, bah, imaginez qu'on prenne une canette de soda. Dans une canette de soda, on a l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Si la personne est consommatrice de café, qu'à chaque fois qu'elle prend un café, elle met juste un morceau de sucre parce qu'elle fait attention, mais si elle en consomme 6 ou 7 dans la journée, ça va faire 7 morceaux de sucre encore. Donc, vous voyez, ça peut aller très, très vite même si la personne fait attention, entre guillemets, qu'elle ne consomme pas de pâtisserie et de biscuits, on peut vite les atteindre. Au niveau des autres sucres, que ce soit le miel, le sirop d'érable, oui, il y a peut-être un index glycémique un petit peu différent entre le sirop d'érable, le sucre de coco ou le sucre de canne, mais généralement, en fait, dans les conseils, on va toujours rester sur une petite quantité et c'est rare qu'on conseille à la personne de manger le sucre nature. Ça va accompagner quelque chose. Ça va être peut-être dans un yaourt ou autre. Du coup, comme je vous disais, l'index glycémique, ça peut être à prendre avec des pincettes, puisque les autres nutriments vont impacter aussi l'arrivée, la vitesse à laquelle le sucre va arriver dans le sang. Moi, mon conseil, ça serait plutôt de prendre celui qu'on préfère.
celui qui a le meilleur goût pour vous et de toujours rester sur une quantité raisonnable. Un petit mot sur le sirop d'agave, par exemple, on a souvent longtemps entendu que le sirop d'agave, c'était vraiment le top parce que c'était avec beaucoup de fructose et qu'il avait un petit impact sur la glycémie. Alors, c'est vrai d'un côté, mais d'un autre, le fructose en grande quantité, comme je vous disais, ben, c'est ce type de sucre qui va avoir comme impact de faire des foies gras si on en consomme trop. Donc, du coup, c'est la quantité qui va vraiment avoir le plus d'importance pour la santé. Le D'accord. sucre appelle le sucre. Plus on s'habitue à consommer du sucre et plus on va avoir envie de produits sucrés. Autre chose, si on ne fait pas des repas complets, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si on se dit, ah, je fais attention, je ne mange pas de féculents à mon repas, je prends juste des légumes avec des protéines, il y a des fortes chances pour que vous ayez envie de sucre dans l'après-midi, par exemple, parce que ben, comme vous avez des organes qui consomment beaucoup de sucre, votre corps va vous faire un appel de produits sucrés. Donc, ce que je conseille souvent, c'est de privilégier, de mettre son attention plutôt sur les repas, pour faire des repas bien complets. Et normalement, l'envie de sucre est diminuée. On peut bien sûr s'accorder un petit plaisir sucré en fin de repas de temps en temps. On est humain. Maintenant, voilà, des repas bien complets vont sûrement avoir un impact important sur vos envies de produits sucrés. Les compléments alimentaires essentiels pour la santé ou gaspillage d'argent. Alors, il faut quand même avoir un regard objectif. Le marché des compléments alimentaires est très, très grand. Et du coup, on voit beaucoup de publicités, on voit même certains diététiciens, nutritionnistes qui ont des partenariats avec les compléments alimentaires et ça peut être un petit peu perturbant. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut que je prenne des compléments alimentaires pour être en bonne santé ou pas? Alors déjà, peut-être réfléchir sur le complément alimentaire, c'est là pour compléter. Si D'accord. vos besoins sont couverts, à quoi D'accord. sert de compléter avec un complément alimentaire? L'ultra forme, ça n'existe pas. On souhaite juste être en forme. Si on a besoin de sommeil, il faut dormir, mais ce n'est pas un complément alimentaire qui va effacer votre fatigue et aller au-delà. Non, il faut se poser des questions. Euh, alors après, j'ai pas un discours à être contre les compléments alimentaires. Par contre, ils sont intéressants, ils ont une utilité quand la personne a une insuffisance dans les apports, quand elle est carencée, quand son régime alimentaire fait que ben, certains nutriments ne sont pas comblés. Par exemple, pour les femmes enceintes, dès qu'une femme a un désir de grossesse, on va lui conseiller de prendre un complément en vitamine B9 parce qu'on sait que de la supplémenter à ce moment-là, bah, c'est important puisque on évite des complications après pour le bébé et aussi d'avoir des compléments en vitamines un petit peu plus larges, ça permet de pas moins prendre de risques. Une personne qui ne mange aucune protéine d'origine animale, une personne végane ou végétalienne, bah pareil, elle ne pourra pas trouver de vitamine B12 dans son alimentation, puisque la vitamine B12 provient uniquement des animaux. Donc, elle devra effectivement se supplémenter en vitamine B12. Et même pour certains végétariens, ça peut être intéressant de regarder une fois par an pour voir si c'est nécessaire de compléter avec la vitamine B12. Voilà, ainsi de suite. C'est-à-dire que si le bilan sanguin ou si l'entretien avec le diététicien révèle qu'il y a effectivement des micronutriments qui ne sont pas comblés, effectivement, une complémentation peut être intéressante. La D'accord. vitamine D, la vitamine D, c'est assez fréquent que les personnes soient carencées en vitamine D, puisque bah, 80% de nos besoins en vitamine D sont couverts par les rayons du soleil. Donc, si on se couvre
Si on porte des vêtements très couvrants, si en plus on a la peau foncée, parce que plus la peau est foncée, moins on absorbe cette vitamine D, effectivement, ça peut être important de prendre une supplémentation en vitamine D. Selon où on se trouve aussi sur le globe, pendant l'hiver, en fait, les UVB arrivent moins bien, donc ça peut être important de se supplémenter. Mais prenez, le conseil, ça serait de toujours prendre un avis du médecin, de son diététicien avant de se lancer dans une supplémentation. Faut pas oublier que si on en prend trop, ça peut même avoir un effet néfaste. Dans les meilleurs des cas, ça partira dans les urines, mais après, certaines vitamines, si on en apporte trop, eh ben, ça devient toxique, hein. Et si vous avez l'impression que ce qui est promis sur la boîte de vos compléments alimentaires semble vraiment trop beau, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Le cholestérol. Alors, le cholestérol, ça c'est vraiment un sujet qu'on entend beaucoup parler en séance. Le cholestérol, est-ce qu'on peut manger du beurre, des œufs, des produits laitiers entiers ou encore des crustacés quand on a du cholestérol? Déjà, il faut savoir que le cholestérol, c'est quelque chose qui est vraiment important pour le fonctionnement du corps. On a besoin de cholestérol. Le D'accord. cholestérol est précurseur notamment de certaines hormones comme les oestrogènes, la testostérone. Donc, c'est vraiment important. Et il faut aussi savoir que c'est notre foie qui fabrique 70% de notre cholestérol. D'accord. Il D'accord. existe deux types de cholestérol. Le cholestérol LDL, qu'on qualifie généralement de mauvais cholestérol. C'est celui qui va être distribué aux cellules de notre corps parce pour leur fonctionnement. Et si on apporte trop de cholestérol LDL, c'est là où ça peut être embêtant parce qu'en fait, on a un autre type de cholestérol qui s'appelle le cholestérol HDL, dont le rôle est de récupérer le trop-plein de cholestérol pour le ramener au foie. Et si on a un déséquilibre entre les deux, si on a trop de LDL cholestérol par rapport au HDL, eh ben, cet excès de cholestérol LDL reste dans la circulation sanguine et c'est ça qui peut provoquer des plaques d'athérome et engendrer un risque de maladie cardiovasculaire. Comme je vous disais, le foie fabrique du cholestérol. Le cholestérol alimentaire, finalement, est qu'une petite partie et normalement, le corps arrive à s'autoréguler et s'il y a trop de cholestérol, à absorber le cholestérol alimentaire dont il a besoin pour couvrir les besoins. D'accord. Il y a D'accord. du cholestérol naturellement présent dans certains aliments, comme les œufs ou les crustacés. Et d'ailleurs, les œufs ont longtemps eu une mauvaise presse, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Les recommandations, c'est de ne pas dépasser 4 œufs par semaine, parce que sinon, on va avoir un trop haut taux de cholestérol. Depuis, on est complètement revenu sur ces conseils, puisqu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment d'incidence entre le cholestérol des œufs et notre cholestérol sanguin qu'on appelle cholestérolémie. Et en plus, les œufs ou encore les crustacés sont vraiment intéressants d'un point de vue nutritionnel. Le beurre et les produits laitiers, donc tout ce qui va être riche en graisses saturées, eh ben effectivement, on conseillerait plutôt de faire attention, de ne pas trop en consommer. Une trop grande consommation de graisses saturées pourrait avoir une incidence sur notre cholestérolémie. Et encore, des récentes études remettent un petit peu en cause cela. Donc, gardez à l'esprit que mieux vaut varier. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a certaines sources de matières grasses qui sont bénéfiques, comme l'huile d'olive, les noix, et donc plutôt privilégier ceux qu'on est sûr qui apportent du positif à notre corps. D'accord. Et encore une fois, c'est vraiment l'association, le fait de faire des repas les plus complets qui auront le plus d'intérêt. Par exemple, si on mange des œufs avec rien d'autre, c'est beaucoup moins intéressant que si on les intègre dans un repas avec des légumes ou autre.
Le beurre, donc, c'est plutôt à consommer avec modération, hein. Comme je disais, il y a d'autres sources de matières grasses qui apportent beaucoup de bonnes choses au corps. Ce que je peux vous dire, c'est que de cuisiner au beurre, c'est pas l'idéal. À la limite, il vaut mieux le mixer avec une huile parce que le beurre ne supporte mal, pardon, la cuisson. Et dès qu'il devient brun, en fait, ce sont des produits toxiques qui vont apparaître, qui sont néfastes pour la santé. Pour les D'accord. produits laitiers, moi, je serais plus pour dire de consommer des produits les moins transformés possibles, même si c'est un yaourt entier. Un yaourt entier sera aussi source de vitamine D, dont on parlait tout à l'heure notamment. Et il a une bonne onctuosité. Et moins le produit est transformé, plus il sera intéressant. Si on prend un yaourt 0%, alors il y a de fortes chances pour qu'il y ait des ajouts d'additifs afin d'avoir une texture et un goût agréable. Et donc, ben, c'est beaucoup moins intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et D'accord. par contre, tout ce qui va être, encore une fois, transformé, ultra transformé, ben c'est moins bon pour la santé. Ils vont utiliser des graisses qu'on appelle trans et qui sont en fait qui permettent de mieux conserver l'aliment. Ils vont utiliser de l'huile de palme qui a aussi un haut taux de graisse saturée. Donc, euh, bien sûr, les aliments ultra transformés, tout le monde les trouve bons hein, quand on les mange parce qu'ils ont été fabriqués par des ingénieurs exprès pour qu'on les trouve agréables à manger. Mais d'un point de vue nutritionnel, c'est vraiment ceux qui sont les moins bons pour la santé. Donc, même s'ils sont pratiques, d'essayer de les garder plus occasionnels. D'accord. Donc, c'est vraiment encore une fois la fréquence et la quantité qui vont faire la différence. Aucun aliment n'est à exclure de son alimentation. Toujours essayer de privilégier les aliments peu transformés, de faire un petit peu de cuisine à la maison pour pouvoir bien nourrir son corps, en incluant, si on les aime, le beurre, les œufs, les produits laitiers entiers, euh, pour pouvoir être en bonne santé. Hop. Voilà. Donc, du coup, ben, je pense que je vous ai déjà dit un petit peu tout ça. Donc, des bonnes associations, les produits les moins transformés possibles et en variant et en privilégiant ce qu'on sait qui va avoir un effet bénéfique pour notre santé. On en arrive à la conclusion. Donc, je pense l'avoir assez répété, les aliments les moins transformés possibles sont les plus intéressants et la composition d'un repas complet sera ce qui aura le plus d'intérêt pour se sentir bien et pour avoir un meilleur fonctionnement du corps et préserver sa santé. Et on revient, les fruits frais, les légumes, les céréales complètes, les protéines végétales ou animales, les légumes secs, les noix. Voilà, tous les produits les moins transformés possibles seront vraiment ce qui apporteront le plus de fibres, d'antioxydants et permettront d'éviter les compléments alimentaires ou les cures détox. D'accord. Voilà, modération, variété, équilibre et en même temps avec beaucoup de flexibilité parce que même si on mange un produit un peu moins intéressant de temps en temps, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment les habitudes du quotidien qui ont un impact sur le long terme. Et voilà, j'ai fait le tour de ma présentation et maintenant, si vous voulez, on peut euh, voir pour les questions. Alors, D'accord. je ne sais pas comment je dois faire. Laetitia, tu es là? D'accord. Oui, je suis là. Il y a des questions dans les chats. Alors, Il y a deux questions. donc je dois sortir du plein écran. Ouais. Donc, vous pouvez arrêter de partager votre écran. Ouais, d'accord, merci. Hop. D'accord. Ouais. Et il y a des questions. Il y a deux questions. D'accord. Du D'accord. coup, la question, la supplémentation en collagène, est-il vrai que ça améliore notre peau ou c'est un mythe? Et alors moi, je vais juste partir des études scientifiques qui me semblent, parce qu'il y a pas mal d'études. Après, on continue à avancer hein, au niveau de la diététique. C'est une science qui est assez récente, mais notre niveau aujourd'hui, a priori, le collagène n'a pas de réel impact sur la santé ou sur la peau. Il faut savoir que le collagène, on le retrouve naturellement dans les viandes, dans la volaille.
Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'une bonne hydratation, un bon sommeil, une bonne gestion du stress et de l'activité physique, là, c'est vraiment visible sur la peau puisque on oxygène le sang et ça se voit, ça se voit clairement. Donc, non, moi, je ne conseille pas forcément aux personnes de prendre des suppléments au collagène. D'accord. Alors, deuxième question, j'ai vu des gens qui donnaient aux bébés à partir de 9 mois du beurre nourri à l'herbe pour les aider à dormir. Le recommandez-vous? Non, 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 pas forcément. C'est vrai que on va pas chercher une alimentation pauvre en matières grasses pour les enfants. Il faut savoir que le lait, le produit laitier, reste euh, un aliment de grande place pour les enfants en bas âge et que jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est fortement conseillé, même il faut prendre un lait croissance. En fait, on fait évoluer le lait en fonction de l'âge de l'enfant et de là où il se trouve dans sa diversification. Mais de donner du lait, ça va pas forcément améliorer son sommeil. Et après, d'introduire en fonction, donc là, D'accord. ce serait mieux d'avoir des conseils personnalisés pour pouvoir intégrer les aliments au fur et à mesure en fonction de sa dentition, en fonction de son âge, et de faire des repas réguliers. Donne- c'est ce qu'on conseille pour l'enfant. D'accord. S'il y a vraiment un autre problème au niveau du sommeil, après, mieux vaut en parler au pédiatre pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut gêner à son sommeil. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, est-ce qu'une association graines de chia et citron aide à perdre du ventre ou est-ce un mythe? Alors, euh, c'est vrai que le citron a bonne presse comme l'ananas ou encore le pamplemousse pour perdre du poids. Et là, on est complètement dans le mythe. Il n'y a pas d'aliments qui vont faire perdre du poids, hein. La perte de poids, en fait, c'est le déficit énergétique, c'est-à-dire d'amener un peu moins d'énergie par son alimentation par rapport à ce qu'on dépense, qui va permettre une perte de poids. Après, si on veut cibler la perte de poids, l'activité physique va être essentielle. Et par rapport à la graisse qu'on appelle viscérale, c'est-à-dire la graisse qui va se mettre au niveau de nos viscères, de nos organes, là, au niveau du ventre, c'est aussi parfois lié aux produits sucrés, au sucre en excès, même aux glucides complexes en excès. Trop de sucre peut augmenter cette graisse viscérale. Donc, alimentation équilibrée avec la présence des végétaux et des fibres, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et activité physique. C'est ça qui est recommandé pour pouvoir affiner un petit peu la taille. Et d'ailleurs, bien plus que le poids, moi, ce que je conseille, oh, pardon, c'est de mesurer D'accord. son tour de taille. Parce que pour un monsieur, on va dire que c'est en dessous de 94 cm en tour de taille au niveau du nombril et 88 cm pour la dame, ce sont des bons repères pour pouvoir s'assurer d'éviter d'avoir une maladie chronique non transmissible. D'accord. Alors là, j'ai une question. Hop, pardon. Qu'en est-il des heures à respecter pour une alimentation qui ne vous fait pas gagner du poids? Y a-t-il beaucoup de mythes autour de ça également? Alors, on entend beaucoup de choses. Par exemple, sûrement vous entendez parler du jeûne intermittent. C'est très à la mode au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, en alimentation diététique, c'est souvent gris, des zones de gris et pas blanc et noir. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de la personne. Par exemple, moi, quelqu'un qui n'a jamais pris de petit déjeuner et c'est vraiment un effort de prendre un petit déjeuner, je ne vais pas forcément le forcer à prendre un petit déjeuner. Ça sera du cas par cas. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de prendre ses 3 repas par jour et qui se dit, ah, il faut que je fasse le jeûne intermittent, mon voisin m'a dit qu'il a perdu 5 kilos. Et donc, on enlève le petit déjeuner, par exemple, parce que c'est souvent le repas qui saute et qui finit par grignoter pendant toute l'après-midi ou qui commence à avoir des envies de grignotage en fin de journée. C'est que clairement, la personne n'est pas faite pour ce jeûne intermittent. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, au bout de 3, 4, 5 heures maximum, le repas normal complet est digéré. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille d'avoir des repas à heures plus ou moins régulières et tout au long de la journée en fonction de son activité. D'accord.
Quelle serait la meilleure alternative quand on a une intolérance au lactose? Alors, il y a certains produits laitiers qui ne contiennent plus de lactose, certains fromages notamment, qui en fait, avec la pressure, avec le procédé qu'on va utiliser pour former le fromage, on n'a plus de lactose au final dans ce fromage. Donc là, il faut se renseigner. Je ne peux pas tous vous les citer là tout de suite. Et après, il y a des laits ou jus végétaux, hein, lait d'amande, lait de riz, de soja, où vous n'avez pas du tout de lactose. Au niveau du lait de vache, si vous aimez le goût du lait de vache, il y a également des laits sans lactose. Et donc, ces laits sans lactose, vous pouvez même les utiliser pour faire vos propres yaourts. Enfin, on peut trouver en pharmacie de la lactase. C'est en fait l'enzyme qui nous manque parfois à l'âge adulte pour pouvoir digérer le lactose qui crée les ballonnements qu'on peut trouver en pharmacie et qui serait donc une option, pourquoi pas, pour prendre la lactase en début de repas afin de consommer son yaourt sans souffrir de dérangements digestifs. Voilà, donc il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. J'ai une autre question sur les légumineuses. Les légumineuses, d'accord, mais quel est ou quels sont les meilleurs moyens de préparer nos légumes africains? Car beaucoup d'Africains pensent qu'il suffit de manger nos légumes locaux pour manger bio. Alors écoutez, moi, c'est vrai que je connais le Sénégal essentiellement, mais au Sénégal, ce qui est certain, c'est que c'est pas tous les légumes qui sont bio, même ceux qui sont produits localement. Donc là, je peux pas parler pour les autres pays, mais renseignez-vous. Tous les légumes sont bons. Oui, manger local, c'est plutôt une meilleure option parce que déjà, ils sont cueillis généralement à maturité. Le circuit est plus court, donc c'est plus écologique. Et on peut très bien manger en mangeant localement. Je parle pour le Sénégal, on a du gombo, on a, on a pas mal de sauces à base de feuilles qui peuvent être intéressantes. Si je devais me servir de ce que je peux voir, en tout cas au Sénégal, c'est que souvent, on utilise trop de matière grasse quand on prépare les légumes. Donc, du coup, là, c'est l'équilibre du repas qui est moins intéressant. Et aussi, on les fait trop cuire. Un légume trop cuit perd une grande partie de son pouvoir nutritionnel. Donc, nous, on a une recette ici qui s'appelle le thiaboudienne. Si on attend que le manioc soit cuit pour enlever nos légumes, eh ben, il y en a beaucoup de légumes dans la marmite qui seront bien trop cuits. Donc, je conseille souvent d'enlever les légumes au fur et à mesure dès qu'ils arrivent en fait, à leur point de cuisson. Et après, je ne peux pas parler pour tous les pays, mais ce que je vois ici, c'est que la proportion de légumes est beaucoup trop petite par rapport à celle du riz. En fait, pour moi, il faudrait qu'il y ait 70% de légumes et on va dire 30% de riz pour pouvoir équilibrer son assiette. Donc voilà, le moyen de cuisson, la quantité de matière grasse, varier au maximum. Consommer local, c'est toujours mieux si on peut, et puis ça revient moins cher. Et après, c'est comment on compose son assiette qui va faire la différence. Donc là, j'ai une dernière question. Doit-on toujours s'inquiéter dès qu'on prend un peu plus de poids? À quel moment cela devient inquiétant? Eh ben, comme je vous ai dit, je pense que le tour de taille, eh ben, c'est un très bon repère qui est encore mieux que le poids sur la balance parce qu'on a tous une physiologie différente. Et en fait, c'est vraiment la graisse viscérale, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a une incidence importante sur la prévention des maladies chroniques euh, comme le diabète, l'hypertension, etc. Donc, on ne cherche pas forcément à faire que tout le monde ait la taille mannequin, mais juste que tout le monde soit en bonne santé. Comment gérer le ballonnement après le repas quand on est ballonné à chaque repas et ça peut importer la qualité du repas et la qualité? Tout à fait. Alors, le premier conseil hein, que je donne, c'est que la digestion, ça commence dans la bouche. Il faut mâcher et prendre son temps et arriver à son repas en essayant d'être assez détendu. Parce que si on est très stressé par des dossiers, ça peut faire qu'on rentre dans un automatisme. On pense plus trop à ce qu'on est en train de manger et on peut manger très très vite sans mâcher. Or, c'est là où commence la digestion. Déjà, on broie l'aliment, donc il sera beaucoup plus facile après à digérer. Et en plus, même dans la salive, on a des enzymes, donc l'amylase,
qui digère 70% des glucides notamment. Donc voilà, se tenir droit, être serein, bien mâcher tranquillement, manger à heure plutôt régulière aussi, ça apporte des points positifs. Et si ça suffit pas, eh ben après, il faut se rapprocher de son diététicien. Il y a pas mal de choses qui existent. Quand on a une colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable, on propose parfois le protocole FODMAP. Ce sont des aliments qui vont avoir tendance à fermenter lors de la digestion. Et pour certaines personnes, ça devient très sensible et ça crée des gros troubles digestifs. Donc voilà, il y a des options qui existent. Si les premiers conseils ne suffisent pas, mieux vaut se rapprocher un diététicien nutritionniste spécialisé. D'accord. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. D'accord. Merci D'accord. beaucoup, Gladys. Voilà, nous avons terminé avec notre webinaire et nous vous remercions tous de vous être joints à nous. Nous aurons un autre webinaire. Attendez-vous à une autre invitation et merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Gladys. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.